Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie de son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien assistant au ministère des Affaires étrangères et membre au Comité international des droits. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ravie et honorée d'être avec vous aujourd'hui à travers cette nouvelle technologie pour notre édition au féminin. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci d'être avec nous et Votre Excellence, on commence toujours notre interview avec la période de l'enfance. Cette période marque la vie de l'être humain pour toujours et je voudrais savoir qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie, de cette phase de votre vie. Une enfant heureuse, pleine de curiosité, avec des parents qui étaient très affectionnés, gentils, mais en même temps qui tenaient beaucoup à ce que l'éducation commence très vite. J'étais au pensionnat déjà à l'âge de 4 ans. J'ai passé ma vie, disons mon enfance, entre l'Ismaïlia et le Caire, puisque mon père, comme officier de l'armée, faisait ses tournées dans différentes villes égyptiennes. Et de là, j'ai découvert le canal de Suez, l'importance de ce coin du monde, la fascination devant les bateaux qui passaient sur le canal alors qu'on jouait sur la plage du lac Temsah. J'ai découvert le Caire aussi comme toute petite fille puisque mes parents adoraient cette ville, adoraient le Caire, notre chère capitale. Toute petite, j'ai connu les quartiers de Al-Azhar en leur compagnie, du bazar, les pyramides, le zoo. Aussi, mes parents ont beaucoup contribué au fait que j'aimais la lecture. Déjà de très basse enfance, on voyait nos parents lire, discuter leur lecture. Il y avait une bibliothèque à la maison. Déjà, ils nous mettaient sur les bras les bandes dessinées, les petits livres imagés, et ma mère excellait à raconter les histoires. Donc, il y avait l'histoire avant d'aller au lit, il y avait toujours une petite histoire quelque part pour illustrer ce monde, pour transmettre ce qu'elle voulait nous dire. Aussi, les aventures de mes parents, quand ils étaient enfants comme nous, Dieu sait s'ils étaient imaginés ou vrais, mais quand même, c'est resté dans notre mémoire, moi et mes 2 frères. De ce que vous avez cité, on peut deviner que non seulement c'était une enfance éblouissante, heureuse, mais également à travers cette enfance entre Ismaïlia et le Caire, vous avez appris à accepter et respecter l'autre. Et je crois qu'au fur et à mesure, ça pouvait être le mot-clé de toute votre vie, de votre carrière, accepter l'autre et le respecter. Et peut-être que également ce principe a influencé ou s'est manifesté à travers le choix de vos études à l'université. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait vrai, puisque comme déjà, comme je vous l'ai dit, comme toute petite fille, mes instructrices au pensionnat, c'était
des religieuses françaises, pour la grande partie d'elles. À l'Ismaïlia, c'était des religieuses de tous les pays et aussi les élèves, mes amis, les autres élèves en classe, c'était de toutes les nationalités, puisque c'était les enfants de la communauté étrangère qui vivaient à l'Ismaïlia, par le fait que leurs parents et leur père, disons, étaient les guides maritimes des bateaux qui traversaient le canal. Oui. Donc, nous avions des Italiens, des Italiens et des Italiennes, puisque c'était une école mixte. Et ça aussi, c'était une partie d'accepter l'autre, non pas comme culture, mais aussi comme genre. Oui. Donc, cette idée d'égalité entre les genres a été déjà implantée, disons, dans la conscience de ces élèves-là, de ces petits-enfants, dès un très jeune âge. On faisait les mêmes travaux, les mêmes études, on recevait les mêmes punitions, on faisait la même compétition, on jouait presque les mêmes jeux. On allait à la même plage et il n'y avait pas ce sentiment d'être différent ou à part, que ce soit sur le plan langue, puisqu'on utilisait le français, l'anglais et l'arabe pour tout le monde, puisque mes petits collègues, mes petits amis et amies, elles apprenaient l'arabe, même si ce n'était pas leur langue maternelle, oui. Comme moi-même et mes amis et amies égyptiennes apprenaient le français, l'italien ou l'anglais, dépend oui. Du choix des langues. Oui. Cette acceptation de l'autre, cette compréhension d'une autre culture, le fait que c'est pas tout le monde qui parlait la même langue ou avait la même religion ou venait du même pays, cette diversité-là faisait une certaine richesse, mais aussi une certaine tolérance, une certaine acceptation, un sentiment de curiosité positive, de savoir comment est l'autre, comment c'était la vie chez eux et chez nous, puisqu'on se visitait, donc on voyait quand même certains traits de tradition différentes, mais aussi fascinantes. Et est-ce que c'était la raison pour laquelle vous avez choisi le monde de la diplomatie après comme carrière? En partie, j'étais prête pour embrasser ce monde-là, mais aussi c'était un rêve de mes parents. Au début, je voulais devenir un officier de l'armée égyptienne comme mon père, mais j'ai découvert, et avec beaucoup de regrets, que les filles, dans ce temps-là, ne joignaient pas l'armée. Alors, il fallait trouver un autre moyen. Et mes parents m'ont, disons, introduit déjà très jeune, à l'âge de 12-13 ans, ils m'ont introduit au monde de la politique. C'était le grand temps de l'occupation israélienne des territoires égyptiens. Tout ce, disons, tout ce mouvement, toute cette anxiété, toutes ces crises qui se passaient dans la région, oui. Tout ce que nous voyons comme, dans le temps comme préparation pour une guerre de libération, une préparation
à la reprise des territoires occupés. Toutes ces maisons, tous ces foyers tout autour de nous où il y avait quelqu'un sur le front. Oui. La perte de mon père après comme martyr dans la guerre d'attrition aussi m'a beaucoup marqué. Et j'ai compris que si on ne faisait pas le combat avec les armes, on pouvait le faire avec la diplomatie. Et j'ai décidé, je crois même inconsciemment, que je vais joindre le ministère des Affaires étrangères, que je serai diplomate. Et donc, j'ai joint la section lettres dans l'éducation secondaire, où j'étais classée première des études secondaires sur le niveau de toute l'Égypte. Alors, on partage également cette réussite à l'école, mais moi, je ne suis pas à la hauteur de votre excellence. Moi, je suis venue 7e. Bravo, bravo, hein, c'est pas facile. Et comme j'étais déjà décidée, j'ai tout de suite le seul désir que j'ai écrit sur le formulaire qu'on présentait à l'université, c'était de joindre la faculté de sciences politiques et d'études économiques et internationales de l'université du Caire. Je suis très fière d'être une alumni de cette grande université, de cette université historique. Et je dois quand même n'importe quelle réussite académique de ma vie, d'abord à ma maman, qui a été vraiment notre appui après le départ de mon père, qui a continué à nous donner des encouragements, d'être là tout le temps, non pas seulement physiquement, mais moralement aussi. Et comme première bienfaitrice, et non seulement une maman. Et aussi aux religieuses, à mes professeurs à l'école qui m'ont beaucoup encouragée et à qui je dois cette ouverture d'esprit. Aussi à mes professeurs d'université qui m'ont beaucoup encouragée. Et donc, on doit à nos professeurs, à nos instituteurs beaucoup de choses, dont la construction de la personnalité, dans l'établissement d'une conscience, d'une sensibilité à ce qui se passe en dehors de votre petit monde, dans votre pays, dans votre région, et puis dans le monde entier. Oui. Dès que j'ai fini l'université, j'ai présenté mes papiers, mon application au concours national des affaires étrangères, qui est un concours ouvert à toute personne qui a un diplôme d'université, une BA, quel que soit disons, le thème d'études. Donc, parmi mes collègues diplomates, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a qui ont travaillé dans la presse et l'information. Oui. Nous avons même des militaires qui ont continué dans cette voie
civile, disons. Et voilà, des étudiants d'histoire, des étudiants Oui, certainement de la faculté des lettres, français, anglais, tout ce que vous voulez. oui, Et c'est un concours ouvert, d'abord écrit. oui, Et si on passe l'examen écrit, c'est l'oral. vous passez par les interviews Mm, et aussi par le, euh, l'interrogation personnelle mm. et ainsi que disons, les investigations de sécurité, quelques tests psychologiques et vous êtes admise comme attachée en Oui. probation et comme attachée aussi à l'Institut diplomatique qui continue, qui, disons, harmonise la formation de tous ces jeunes diplomates. Oui. Alors, et à l'époque et jusqu'à maintenant, les examens pour joindre le ministère des Affaires étrangères en Égypte ne choisissent que la crème de la crème, l'élite en ce qui concerne la personnalité, la culture et également, comme vous l'avez mentionné, à travers plusieurs examens psychologiques également, c'est travailler sous pression, c'est comment gérer les situations. Et quand vous avez franchi ce cap et quand vous avez joint le ministère, il y avait des grands noms de diplomates à l'époque, j'estime, et jusqu'à maintenant, bien sûr, il existe ces grands noms, mais à l'époque, c'était, comme vous l'avez mentionné, après la guerre de 73, il y avait les grands négociateurs, les grands diplomates qui ont orchestré la réussite de l'Égypte sur le plan international. Quels sont vos souvenirs avec ces grandes personnes et qu'est-ce que vous avez appris avec eux? Notre diplomatie égyptienne, elle date de presque un siècle et demi. Oui. De tous les débuts et même des fins du 19e siècle, passant par le 20e siècle, et déjà nous sommes presque, nous avons terminé presque le premier quart du 21e siècle. Oui. Et de là, avec tous les changements que ce monde a exercé et a vu et a expérimenté. Pour moi, j'ai joint le ministère dans les années très critiques de l'histoire de l'Égypte et de la région, puisque j'ai joint en 1979 Mm. et là, c'était toute l'épopée des négociations de la paix, C'est de vrai. l'investissement, des résultats de cette victoire de 1973. C'était tout ce combat diplomatique, disons, commencer par les, pour parler du kilomètre 101. Je crois que votre génération et beaucoup des jeunes générations maintenant doivent recourir aux livres d'histoire pour comprendre qu'est-ce que je raconte. Mais après cela, ça c'était les premiers pour parler sur le plan militaire, pour le retrait complet des troupes étrangères de la Sinaï. Ensuite, il y avait les pourparlers de Blair House, Oui. ensuite Camp David, ensuite les accords de paix. Je voudrais également passer au souvenir de votre premier poste à l'étranger.
est-ce que c'était un double défi comme jeune diplomate et jeune femme ou vous vous trouviez à égalité, équitable à vos collègues hommes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette première expérience professionnelle, premier pas de votre carrière? Après une solide formation au département des organisations internationales avec comme chef le grand Amr Moussa, qui est devenu plus tard notre ministre des Affaires étrangères pour 10 ans, et puis le secrétaire général de la Ligue arabe. J'ai été mutée auprès de notre mission à Genève, auprès des Nations Unies et des organisations spécialisées, les agences spécialisées. Et là, j'ai fait ma première formation pratique comme diplomate dans le domaine multilatéral. Après une année ou une année et demie de passage par tous les dossiers, toutes les organisations pour comprendre, apprendre, j'ai, disons, fini mes 2 ou 3 dernières années à ce poste dans le groupe de négociation égyptienne, de négociation, disons, internationale, mais comme représentante égyptienne, pour les négociations sur un traité pour bannir les armes chimiques au cœur de la conférence du désarmement, où l'Égypte était un des premiers fondateurs dans la fin des années 50, les débuts des années 60. Aussi, j'ai beaucoup travaillé sur disons, le volet politique au sein comme représentante de l'Égypte, aussi au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La diplomatie et les négociations restent bien sûr un art raffiné, et vous êtes passé par plusieurs étapes, plusieurs réussites au cours de votre vie professionnelle, comme couronnement de votre carrière et comme couronnement de vos efforts comme femme. Vous avez été choisie et nommée comme membre du Comité international des droits récemment, et on tient ici à préciser que vous êtes la première femme égyptienne à occuper ce poste. Alors, nous sommes bien sûr fiers et également, avec cette fierté, nous voudrions partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices les secrets de la réussite. J'espère que je suis considérée une histoire de réussite. Ça me flatte, ça m'honore, mais aussi ça me remplit d'humilité, puisque la réussite, vous ne la faites pas toute seule. Cette histoire de première femme dans différents postes est vraiment vraie. J'étais la première femme égyptienne à participer au cours des Nations Unies destiné à étudier les aspects de désarmement et de contrôle d'armes, déjà en 1980. J'étais la première femme à être ambassadeur d'Égypte en Roumanie, et ça m'a beaucoup aidée puisque c'était toujours pays ami, un peuple ami, mais qui m'a reçue avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur et beaucoup de curiosité.
Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, vraiment le temps passe très très vite avec vous et vraiment je suis honorée de partager ces moments et ces souvenirs avec vous et je tiens à rappeler que vous êtes ancien assistant au ministère des Affaires étrangères et actuellement membre du Comité international des droits. Merci d'être avec nous et d'avoir partagé ces souvenirs. C'est moi qui vous remercie et souhaite à vous, à l'Égypte, tout le bien. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre via la nouvelle technologie avec son Excellence, l'ambassadeur Wafa Bassim. On a découvert avec elle les points marquants de sa vie, la réussite de sa carrière et comment elle est considérée parmi les pionnières égyptiennes dans plusieurs domaines qui touchent à la diplomatie et au monde des affaires étrangères égyptien. Merci et à la prochaine édition, une nouvelle rencontre au féminin.